Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons un tout petit peu sortir du cadre du marketing stratégique et des techniques de vente habituelles pour nous plonger dans celui de la psychologie. Nous allons nous intéresser au processus de prise de décision de nos clients et consommateurs pour comprendre et maîtriser comment mieux influencer nos prospects et clients lors de leurs décisions d'achat. La raison pour laquelle je voudrais en parler sur cette chaîne, c'est tout d'abord parce que je suis un passionné du neuromarketing et de la biologie, qui est la science qui étudie les comportements d'achat. Mais c'est aussi surtout parce que ce sont des principes incroyables de persuasion et d'influence. Et vous savez que je dis souvent dans mes vidéos que le marketing, c'est quelque chose de plus large que simplement penser tout petit, comme recruter de nouveaux clients ou comment faire pour convaincre et signer de nouveaux contrats. Les tactiques sont importantes, mais il faut aussi comprendre et avoir une stratégie plus large. Il faut avoir des modèles mentaux qui expliquent la nature humaine au sens plus large. Et c'est pour cela que dans nos prochaines vidéos, nous allons parler d'idées qui sont liées à la stratégie militaire, à la politique, à la persuasion et parfois à la séduction. Et donc, pour la première fois aujourd'hui, on va parler de psychologie humaine. Parce que sans nous en rendre compte, nous passons notre temps à décider. Des habits que nous portons aux actions que nous faisons chaque jour. Notre vie est une succession de décisions. Et c'est encore plus important dans le cadre de nos affaires où nous devons négocier, décider ou vendre. Comme nous l'avons vu dans notre série introductive sur les bases du marketing, ce que nous faisons tous les jours est irrationnel. Ce qui est drôle, c'est que nous croyons être rationnels. Mais généralement, 85% de nos actions sont profondément irrationnelles. Nos émotions ont de l'influence sur toutes nos décisions. Alors il est important d'être influent et persuasif pour atteindre nos objectifs. Nous allons donc nous intéresser à la persuasion et à l'influence, ou encore aux 6 grands principes de persuasion et d'influence pour mieux les appliquer à nos affaires et les développer. À ce stade, il me paraît important de vous préciser que nous ne sommes pas là pour manipuler des gens. Vous n'allez pas apprendre ici des techniques pour manipuler des gens. Cependant, intégrer ces fonctionnements pourra d'une part vous éclairer sur vos propres façons de faire et d'autre part vous donner plus de chances de concrétiser des ventes et contrats. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'augmenter nos chances et non un principe qui fonctionne à tous les coups. Nous parlons ici des tendances facilitatrices et non de manipulation. Donc, quels sont les éléments à la base de la persuasion? Quels sont les facteurs qui nous poussent à accepter ou à refuser une proposition? Dans de nombreux domaines, comme dans la publicité et la vente, ces stratégies sont utilisées par des professionnels pour influencer nos choix de consommateurs. Parfois, leur utilisation est sournoise avec l'objectif précis de nous tromper et de nous pousser vers un choix autre que celui qu'on aurait fait. On peut alors parler dans ces cas de manipulation. C'est le cas de la fausse publicité sur des produits ou services avec de fausses caractéristiques et promesses pour le consommateur. Ces principes sont tirés du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, sociologue passionné par les principes psychologiques qui influencent nos choix de satisfaire ou non à une requête. Cet ouvrage est un tout petit peu l'ouvrage de référence en la matière. Tout professionnel devrait avoir ce livre aussi appuyé dans le cadre de leur processus de négociation et de collaboration. Donc, c'est un ouvrage de référence et je vous le recommande. Même s'il existe des milliers de tactiques de persuasion, elles sont toutes reconductibles à 6 principes psychologiques qui régissent les comportements humains. Chacun de ces principes joue un rôle très souvent positif. La vie quotidienne est caractérisée par des multitudes de situations complexes dans lesquelles nous devons faire des choix sans disposer d'informations exhaustives. Pour l'humain, il est alors essentiel d'avoir des raccourcis qui simplifient les décisions sans perdre trop de temps ou d'énergie tout en maximisant la probabilité de faire le bon choix. Ces raccourcis dans la prise de décision sont les mêmes principes à la base de l'influence et de la persuasion. Face aux multitudes de relations d'échange et de décisions que nous devons prendre quotidiennement, ces principes sont affinés au gré de nos expériences et échanges avec les autres pour gagner en puissance et efficacité comme des pilotes automatiques. Mais il y a des exceptions où ces principes jouent en notre défaveur de manière souvent inconsciente. Il est alors nécessaire d'enlever les pilotes automatiques pour prendre des meilleures décisions. Aujourd'hui, j'irai à l'essentiel des 3 premiers principes. Je traiterai les 3 suivants dans la prochaine vidéo. Le premier principe de persuasion est la réciprocité. Cette règle qui nous dit que nous devons repayer chaque avantage que nous recevons. Elle s'accompagne d'un sentiment d'obligation. La règle est tellement importante pour notre vie sociale qu'aucune société humaine n'y échappe. Elle permet d'éliminer l'inhibition naturelle aux transactions. Un individu peut alors donner quelque chose à un autre sachant qu'il ne s'agit pas d'une perte. La réciprocité a permis de développer des systèmes d'aide, de protection et d'échange au sein des sociétés humaines. Cette règle est suffisamment forte qu'elle nous pousse à accepter une requête qu'en l'absence d'obligation de réciprocité, nous l'aurons déclinée. Une expérience commune est la fleur ou le bracelet qu'un mendiant nous remet et qui refuse après de la reprendre dans la rue en insistant que c'est un cadeau. Puisque se sentir endetté envers quelqu'un est désagréable, nous préférons laisser une offre, même à contre-cœur, que de partir avec le sentiment d'obligation. Une facette de la règle est que nous devons faire des concessions à qui nous en fait une. C'est aussi un bénéfice
social. Tout groupe humain a intérêt que ses membres travaillent ensemble sur des projets communs. Il faut alors concilier les désirs incompatibles de chaque individu pour favoriser leur coopération. Les concessions mutuelles permettent justement cela. Nous pouvons faire des premiers sacrifices au bénéfice de notre partenaire qui alors est obligé d'en faire un autre en échange. Ce principe est d'autant efficace qu'une fois enclenché les concessions mutuelles, les deux parties se sentent responsables d'en arriver à un accord final. Mais cet aspect de la règle peut être exploité à notre désavantage. Par exemple, un vendeur nous présente d'abord une grosse requête et après notre refus, il nous présente une requête plus petite, celle qui l'intéresse vraiment. Soumis à la règle des concessions mutuelles, nous nous sentons d'abord obligés de faire une concession à notre tour et ensuite d'arriver à un accord final. Le poids psychologique de la règle est si forte qu'il est impossible de résister. Pour éviter d'en être victime, il vaut mieux la prévenir. Mais n'oubliez pas que dans la plupart des cas, cette règle est avantageuse. Le refus systématique n'est donc pas une bonne idée, surtout quand les rapports de force en présence n'est pas en notre faveur. La majorité des gens sont honnêtes et s'efforcent d'appliquer la réciprocité. Mais si vous réalisez que la faveur initiale n'est qu'un artifice pour vous faire accepter une concession que vous aurez refusée autrement, voyez votre interlocuteur non pas comme un partenaire mais comme un profiteur. Dès que la situation est vue comme une tentative de manipulation, vous vous libérez de l'obligation de réciprocité. La règle sociale ne dit pas qu'il faut répondre à une règle sociale avec un geste calculé. Le deuxième principe est le principe de cohérence. Cette règle a aussi un rôle social précis. Il permet de donner certitude et continuité à nos relations avec les autres. Être cohérent est valorisé. C'est une preuve de force, de caractère, d'honnêteté et de rationalité. Quelqu'un dont les opinions, les paroles et les actes ne concordent pas est considéré comme faible, hypocrite, incapable de tenir une décision. Chacun a donc un désir très fort d'être cohérent dans son comportement, ce qui comporte un avantage supplémentaire. Une fois que nous avons pris une décision, nous n'avons plus besoin de dépenser notre énergie mentale à peser le pour ou le contre. Notez d'ailleurs que cette règle guide notre positionnement en marketing. Cela permet de maîtriser un environnement complexe avec un minimum d'effort. Le problème est que l'habitude à la cohérence est tellement ancrée que nous l'appliquons même quand la latitude n'est pas appropriée. La cohérence est déclenchée par l'engagement. Si j'arrive à vous pousser à un engagement quelconque, à vous faire prendre position sur quelque chose, ce sera simple par la suite pour vous de tenir à cet engagement. La célèbre technique de vente assez répandue, le fameux pied dans la porte, joue sur ce principe. Le vendeur vous incite à prendre un engagement très petit, presque insignifiant. Par principe de cohérence, il lui est ensuite simple d'obtenir des engagements plus conséquents. L'engagement est davantage renforcé s'il est mis par écrit, s'il est fait publiquement et si nous pensons l'avoir choisi librement sans pression externe. Bien que la cohérence soit en général un geste louable, voire indispensable, il faut éviter l'application systématique et sans réflexion. Pour éviter de s'en trouver piégé, d'après l'auteur, il faut apprendre à écouter son corps. Dans les cas les plus évidents, nous sentons un malaise général, comme un creux dans l'estomac, un signal clair envoyé à notre cerveau pour lui dire « tu t'es fait avoir ». D'autres fois, la réaction est plus subtile, elle ne dure que quelques secondes. Dans ces cas, on peut alors se poser la question avec les éléments factuels dont on dispose actuellement, indépendamment des choix que nous avons faits et ensuite savoir quelle décision prendre. Le troisième principe est la preuve sociale. Ce principe s'applique à des situations où nous ne savons pas quel comportement adopter. Nous jugeons un comportement approprié si nous voyons d'autres personnes l'adopter. Et souvent, c'est le bon choix. Nous faisons moins d'erreurs et nous conformons aux autres en allant à leur encontre. Comme pour le principe précédent, il y a par contre des situations où ce n'est pas la meilleure approche. Par exemple, quand les autres eux-mêmes ne savent plus quel est le bon comportement à tenir et nous observent à leur tour pour décider quoi faire. Un exemple sont les phénomènes inexplicables dans nos grandes villes où beaucoup de passants assistent à une agression ou à un malaise d'un inconnu en totale indifférence. Elle est une conséquence directe de la preuve sociale. Quand la situation se produit, personne ne sait exactement quoi faire et tous se regardent toutes autour pour décider le bon comportement à adopter. Puisque nous préférons toujours avoir l'air calme et assuré, nous cherchons ces indications sans bruit en regardant discrètement autour de nous. Par conséquent, chacun verra que les autres semblent indisponibles et que personne n'agit. En vertu de la preuve sociale, chacun conclut que la situation ne demande pas de mesures urgentes. Encore une fois, le pilote automatique fourni par la preuve sociale est plus souvent un allié qu'un ennemi. Ce serait contre-productif de le débrancher complètement. Il faut par contre apprendre à identifier les situations où il y a des erreurs. Un premier cas est représenté par la manipulation volontaire des informations. Les indices ont été délibérément falsifiés pour nous pousser vers des conclusions erronées. C'est le cas de certaines publicités. Un autre cas est celui où personne ne sait quoi faire. Quand nous sentons que notre réaction extinctive et les indications données par les groupes sont en contradiction
restrictions, il vaut mieux enlever le pilote automatique et évaluer la situation de manière réfléchie. Voilà, vous connaissez les 3 premiers principes fondamentaux qui influencent nos décisions et nos comportements et qui sont à la base des stratégies de persuasion et de manipulation. Vous avez ainsi découvert comment empêcher le déclenchement automatique de ces principes, de manière à vous protéger dans des situations largement minoritaires où ils sont utilisés à notre désavantage. Dans nos prochaines vidéos, nous reviendrons plus en détail sur chaque principe pour vous montrer comment mieux peaufiner vos stratégies et argumentaires pour mieux convaincre vos clients et ainsi mieux les influencer. Bonne journée et à la prochaine.